Bonjour à tous, normalement vous nous voyez, vous nous entendez, mais comme d'habitude, je vais demander un petit check dans le chat s'il vous plaît, juste un petit bonjour, un petit coucou, de manière à ce que vous puissiez déjà vous manifester. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît, en rapide? Un petit mot sur je vous entends Ça bien. m'a l'air d'être bon. Ça a l'air tout bon. Écoutez, on est ravis avec Thomas de vous avoir en ligne aujourd'hui pour ce webinaire. D'autant plus ravi de le faire avec Thomas parce que déjà, c'est une très belle rencontre à la fois humaine et professionnelle. De manière assez simple, comment il est né ce webinaire? Il est né au départ d'un échange business puisque j'ai moi-même avancé sur une collaboration avec Trustfolio qu'on utilise en interne. Et puis, de discussion en discussion avec Thomas, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de synergie encore que ce qu'on pouvait imaginer, puisqu'on était sur un sujet central qui est la recommandation. Et donc, s'en est suivi assez logiquement une discussion autour de pourquoi on ne ferait pas une communication ensemble et pourquoi pas un webinar. Et donc, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Donc, pour me présenter, et je laisserai Thomas se présenter un petit peu après. Donc, je suis cofondateur de Business First. Business First, c'est quoi? C'est un réseau d'affaires, un club qui est dédié aux commerciaux des écosystèmes technologiques, donc notamment aujourd'hui une grosse présence côté Martech. Et donc, l'idée, c'est de réunir ces commerciaux pour qu'ils puissent s'entraider côté business. Donc, à la fois sur une entraide qui peut être des mises en relation, donc de la recommandation, tout autant que du partage d'informations. On traitera du coup surtout du sujet numéro 1 aujourd'hui. Thomas, je te laisse te présenter. Ça marche. Merci beaucoup, Alexis. En quelques mots, donc moi, je suis un des cofondateurs de Trustfolio. Trustfolio, concrètement, on a un tiers de confiance pour générer des recommandations clients en B2B. Il y a deux choses qui sont importantes dans cette phrase. Le premier côté, c'est le côté tiers de confiance. Donc, nous, on va permettre en fait aux entreprises B2B de collecter des témoignages authentifiés. Et le deuxième volet, c'est le volet recommandation. Donc, on fait du témoignage, mais on fait aussi du parrainage client. Donc, on est vraiment, pour le coup, le sujet de la recommandation, c'est en notre cœur de métier, on connaît bien. Et on accompagne 200 entreprises dans leur stratégie de recommandation client aujourd'hui avec Trustfolio. Yes, top. Aujourd'hui, du coup, trois grands sujets, trois grandes thématiques. On va faire une rapide introduction qui va permettre de restituer un petit peu la partie chiffrée et l'intérêt que peut offrir la recommandation quand elle est bien menée. On discutera ensuite de à quel point la recommandation peut être un sujet qui est autant lead gen que closing. Et on verra que très souvent, on a tendance à se dire une recommandation, c'est une mise en relation, donc c'est très porté vers la génération d'une nouvelle opportunité. Pas toujours. Elle est aussi là pour consolider une relation avec un prospect. On discutera de comment est-ce qu'on favorise cette recommandation. Je porterai du coup le sujet autour du network, vraiment du réseau qu'on a autour de nous, professionnel. Et puis Thomas portera du coup de ce côté-là la recommandation côté client. Comment est-ce qu'un client peut lui-même aller prêcher la bonne parole auprès de son réseau ou de vos prospects. Et puis on finira par un petit cas d'activation, un cas d'activation qui sera un petit peu drôle avec une belle petite surprise. On vous en dit pas plus, teasing, et on adressera ça à la fin. Pratico-pratique, avant de démarrer, vous avez sur la droite de votre écran un onglet qui est questions. Et donc, vous avez à cet endroit-là la possibilité de poser vos questions, mais vous avez aussi la possibilité en tant qu'auditeur de prioriser les questions que vous aimeriez qu'ils soient posées. Donc, certains vont poser des questions, vous avez la possibilité d'aller upvote de manière à ce que nous, on priorise ces questions-là. Et donc, je me chargerai de temps en temps de répondre à ces questions en live. Sinon, pas de souci, on les traitera à la fin, donc pas de stress, ne les reposez pas. Elles seront sans doute traitées en toute fin de session. On y va du coup, on part sur les introductions. Donc, je vais démarrer sur cette partie-là, en tout cas en ce qui concerne Business First notamment. On l'a dit et on l'a resitué, la recommandation, elle n'intervient pas que sur la partie lead gen, mais en tout cas, ça reste un des fers de lance qui est proposé chez Business First. Le fait de réunir des commerciaux qui sont dans des sociétés qui sont complémentaires, qui ne sont pas concurrentes et qui vont du coup pouvoir s'entraider à rentrer à l'intérieur de certains comptes. Et pouvoir avoir des niveaux de discussion importants avec des C-level. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que au sein de Business First, on a en moyenne sur une équipe qui est dans le club, elle va bénéficier en moyenne de 28 introductions. C'est ce qu'on arrive à traquer et ce qu'on remonte. C'est à peu près 28 introductions directes dans l'année auprès d'un C-level. Donc, un mail qui est parti et qui dit « Bonjour, un tel, voilà, j'aimerais te présenter telle personne de telle boîte. On a discuté de tes problématiques. Je pense que ça fait sens que vous discutiez. » Sur la base de ces introductions, on observe qu'on a en moyenne
8 réponses sur 10, donc 80% de taux de réponse, ce qui est énorme. On a en moyenne sur ces réponses une réponse sur 2 qui aboutit à un meeting. Et dans tout ça, on a aussi une entrée en process sur 3. Donc, on s'en rend compte, et donc c'est un peu le sens de mon message autour de cette vraiment mise en relation côté lead gen. On a vraiment un facteur de réussite qui est très fort, et ce facteur de réussite, il s'explique par 2 choses. La première, c'est la confiance de l'interlocuteur envers justement celui qui introduit, et la deuxième, c'est le moment clé. Il est inutile en général de faire une introduction si ce n'est absolument pas dans le moment clé du prospect. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. On risque d'avoir du déceptif si on envoie une bouteille à la mer. Donc les 2 facteurs clés, en tout cas à notre niveau, dans ce qu'on observe, c'est une confiance forte envers l'interlocuteur. Donc en général, on n'introduit qu'envers quelqu'un avec qui on a un très bon relationnel. Et puis on essaye de le faire quand c'est le bon moment pour lui. Voilà pour moi. Thomas, je sais que tu as des super chiffres aussi à partager. Et toi aussi sur la partie vraiment aussi aide et closing. Ouais, carrément. Pour moi, il y a 2 choses qui sont clés en fait dans le pourquoi la recommandation ça marche. La première, c'est vraiment une partie plus théorique. En fait, ça fait appel à un biais cognitif qu'on appelle le biais de preuve sociale. Le biais de preuve sociale, c'est quoi? Je vous donne un exemple hyper concret. Quand vous avez le choix entre un restaurant plein et un restaurant vide, vous allez toujours dans le restaurant plein parce que vous vous dites qu'il est meilleur. Qu'il soit meilleur ou pas, c'est pas vraiment le sujet. En fait, c'est juste que c'est un biais cognitif. Et en fait, ce biais de preuve sociale, c'est exactement le même biais qui est activé avec la recommandation. Donc, quand vous avez par exemple quelqu'un qui vous met en relation avec une personne, vous dites tiens, cette personne-là doit être vraiment de qualité parce que c'est un tel qui me met en relation avec eux. Ça se trouve, elle est vraiment pourrie, mais c'est pas grave. En fait, vous avez ce biais de preuve sociale qui est activé et ça, c'est hyper important. Et ça marche à la fois avec la recommandation, mais aussi avec le témoignage client, qui est la recommandation un peu en phase amont. Donc, c'est important d'avoir cette notion de théorie parce que Thomas. je vois du direct. Ah, ok, tu es revenu. J'avais peur que ça puisse aussi être moi, donc on me confirmait que. Bon, donc du coup, le biais de preuve sociale, c'est vraiment la théorie sur pourquoi la recommandation, ça marche. Les stats, nous, on a quasiment les mêmes stats que toi, Alexis, sur à la fois le module de parrainage qu'on a développé sur nos stats en perso dans la boîte. Concrètement, en moyenne, quand il y a une mise en relation qui est faite, on obtient un taux de réponse de 80%. Donc les mises en relation sont acceptées dans 80% des cas. Après, on est sur un taux de passage entre mise en relation et rendez-vous qui est entre 45 et 50%. Et après, un taux de conversion en moyenne qui est à 30%. Donc, si vous prenez votre funnel, vous voyez que c'est quand même, enfin, nous, en tout cas pour nous et même pour nos clients, c'est quand même le canal aujourd'hui qui convertit le mieux. Un taux de conversion de 30% en rendez-vous en moyenne, c'est gigantesque. Enfin, pour le coup, ça serait, tu vois, Alexis, tu as pas mal de stats, je pense, sur les autres canaux. Mais nous, concrètement, dans la boîte, c'est aujourd'hui le canal qui marche le mieux. Et donc, c'est hyper important, en fait, de ne pas le laisser. C'est souvent un peu le parent pauvre des commerciaux à la recommandation et des équipes. Et c'est vraiment pourtant le canal qui convertit le mieux. Donc, il faut en fait trouver des leviers pour vraiment l'activer le plus possible. Clairement. C'est hyper intéressant aussi de préciser et de rappeler qu'en fait, dans les chiffres que donne Thomas, il y a des chiffres qui sont à la fois sur le module qu'il met à disposition de ses clients et qui, du coup, lui apporte des stats condensées, entre guillemets, en tout cas consolidées, mais c'est aussi ses propres chiffres puisqu'il utilise cette solution pour ses propres équipes commerciales. Et donc, ça permet effectivement d'avoir une consolidation sur tout type de société. Et ça, c'est aussi ce qui donne un peu de concret à ce chiffre qui est donné, puisque dans les clients de Trustfolio, on a aussi bien des toutes petites sociétés, early stage, tout autant que des très grands groupes. Et donc, on s'en rend compte, ce facteur de recommandation, il a autant de crédibilité, quelle que soit la taille de marché et la manière dont il fonctionne. Ouais, carrément. Il y a une question sur le canal qui marche bien pour la reco. Le mail, ça marche très bien. Moi, les stats que je vous communique, c'est des stats sur de l'emailing. Donc, ça marche vraiment très bien sur l'emailing et c'est aujourd'hui le canal un peu classique. Ça permet en fait aux gens d'avoir le temps de digérer la mise en relation et donc du coup, de pas être non plus tout de suite sur leur dos et de laisser le temps de bien l'accepter, de bien la digérer et du coup de faire une mise en relation qui soit qualitative, surtout avec un peu de texte, un peu de contexte. Ouais. Du coup, tu voulais aussi nous parler de la notion d'amont et d'aval au niveau du funnel. Est-ce que tu peux apporter aussi peut-être un petit peu d'informations là-dessus? Je sais qu'il y avait des choses hyper intéressantes qu'on avait discutées ensemble.
Ouais, carrément. En fait, par recommandation, pour moi, il y a vraiment 2 volets. Il y a le volet, la mise en relation qui est vraiment la recommandation, le graal ultime. Mais il y a aussi la partie témoignage. C'est comment, en fait, vous amenez vos clients à parler de vous, pour que vous, ça vous serve dans votre funnel de conversion. Et ça, c'est, donc la parole, les verbatim clients, vous pouvez les utiliser à 2 moments. Il y a l'amont du funnel, donc vraiment en réassurance. Donc, quand vous êtes en train de prospecter, de dire: «Bah, tiens, regarde, on travaille avec un tel et au fait, si tu veux de regarder ce qu'il dit de nous, bah, tu peux aller à tel endroit pour voir le témoignage. Donc ça, c'est vraiment de la pure réassurance et on active le fameux biais de preuve sociale. Et après, au niveau de l'aval, il y a 2 moments clés où vous pouvez utiliser cette logique de recommandation. Donc une fois que vous avez la mise en relation, il y a la prise de référence qui est souvent hyper délaissée par les commerciaux. Tiens, en fait, tu te poses des questions, bah, moi, je peux te mettre en contact avec un tel. Souvent, les personnes ne vont même pas jusqu'à le contacter, mais le simple fait de leur proposer d'avoir les coordonnées de quelqu'un, ça suffit à les rassurer. Et la deuxième chose, il y a quelque chose que nous, on utilise beaucoup et qu'on recommande énormément à nos clients, c'est en fait d'utiliser le témoignage client et la recommandation pour relancer le client. Donc, c'est de dire, tiens, on s'est parlé il y a 15 jours, je t'ai envoyé une offre, tu te posais des questions pour savoir si notre outil était pertinent par rapport à telle et telle chose. Eh ben, tiens, regarde, il y a telle personne qui est exactement la même personne que toi, qui recommande le service, voilà ce qu'ils disent de nous, et by the way, tiens, voilà ses coordonnées. Donc en fait, utiliser la recommandation aussi, donc là, pour le coup, plutôt au sens verbatim et témoignage, comme un super outil de relance. C'est une relance qui est agréable parce qu'elle est pas, c'est pas une relance pushy en disant: «Qu'est-ce qu'on fait de l'offre?» C'est une relance qui apporte de la valeur et qui permet en plus, du coup, d'activer encore une fois ce biais de preuve sociale dont on parle depuis le début. Oui, et du coup, toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tips aussi que tu peux apporter sur le contenu de ces relances? Est-ce qu'il y a des choses en particulier à faire ou à ne pas faire? Souvent, on aime plus le don't que le do. Mais en tout cas, voilà, est-ce qu'il y a quelques bonnes pratiques que tu as observées aussi par rapport à ça? Ouais, sur le, je pense que faut pas hésiter à être proactif, là-dessus. Et donc du coup, pas attendre que la personne demande à être mis en contact ou à avoir des retours d'expérience client pour les transmettre. On a tendance à se dire: «Bon, il a pas demandé, donc je le fais pas». Donc ça, c'est hyper important. Et l'autre chose, c'est, essayer d'être le plus contextuel possible. En B2B, en fait, on n'est pas du tout dans une logique B2C où on a besoin d'avoir des étoiles, du volume et cetera. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment quelqu'un qui nous ressemble. Donc, sur cette partie qui est vraiment de la recommandation témoignage, bah, on va avoir besoin d'une recommandation qui colle à, en fait, à ce qui on est. Donc, la même personne, la même fonction, potentiellement le même enjeu. Donc, arriver à essayer d'avoir, en fait, tous ces critères qui sont réunis pour que ça ait plus d'impact. Donc, ne pas envoyer une recommandation qui n'a rien à voir, un témoignage d'un groupe du CAC 40 quand on est une startup, et cetera, et cetera. Ce qui est un peu le sujet qu'on va discuter aussi juste après, sur la notion de complémentarité au niveau des partenariats, qui est une partie importante dans la réussite de tout ça. Top. Au niveau du coup du sujet qui arrive, on va essayer de rentrer dans des choses qui vont être encore plus concrètes sur comment est-ce qu'on met ça en place. Et donc là, le gros sujet, c'est comment est-ce qu'on obtient des recommandations. Et donc, pour obtenir des recommandations, il faut effectivement ce que j'aime appeler le terreau fertile. Et pour que le terreau soit fertile, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui font qu'on va le rendre fertile. Par rapport à ça, du coup, moi, je vais porter vraiment plus la première partie qui est autour du network. Comme je le disais, ensuite, Thomas le portera autour du client. Moi, ce que j'aimerais dire au niveau du network, c'est que déjà, on s'est rendu compte avec Guillaume, mon associé, quand on a créé Business First, que les commerciaux, en fait, qui ont du network performent plus que ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est une réalité. Et de manière assez simple, dans ce qui fait qu'ils performent plus, eh bien, on a évidemment le fait qu'ils soient au courant de projets grâce à leur réseau, donc qui ne ratent pas d'infos. Et puis, il y a aussi la possibilité que leur réseau les introduise sur ces projets, ce qui, comme le disait Thomas, offre un facteur de confiance qui est fort et donc un facteur de réussite. Donc, de prise de rendez-vous et ensuite de conversion. Donc, ce qui est important de préciser à ce niveau-là, c'est que dans chaque structure, et peut-être que dans l'audience, certains d'entre vous n'ont pas beaucoup de network parce que vous êtes en début de carrière. Notre enjeu, en tout cas au niveau de Business First, et l'enjeu de manière globale, pour nous, c'est à la fois de pouvoir consolider des networks qui sont existants, de pouvoir les développer, les renouveler, et puis pour ceux qui en ont moins, d'aller créer du partenariat. Dans tous les cas, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que même lorsqu'on a un gros network, se pose un problème, et je pense que tous ici présents, vous me rejoindrez, c'est le fait d'arriver à l'animer, ce network. On a tous des semaines chargées, on se fait tous des belles promesses sur on se fait un déjeuner, en tout cas à l'époque de l'ancien monde,
Aujourd'hui, on se fait un petit créneau en visio. Et puis, vu que c'est un partenaire ou que c'est un copain, 2 fois sur 3, il est annulé, il est décalé. Et puis, quand il a lieu, ce fameux créneau pour faire du business ensemble, la plupart du temps, on se fait des belles promesses, mais ces promesses tombent à l'eau. Parce qu'encore une fois, dès que la réunion est terminée, notre quotidien reprend le dessus. C'est là-dessus, en fait, où, si vous voulez, avec Business First, on va venir renforcer les partenariats au niveau des écosystèmes en créant de la confiance, en créant de l'engagement et en créant de la récurrence. Et en fait, c'est ça la clé. Vous n'avez pas forcément besoin de faire partie de Business First. La clé, en tout cas, elle est d'animer votre réseau. Et pour l'animer, il faut déjà avoir une forte confiance, mais aussi caler des créneaux. Donc, on y reviendra après. Je donnerai quelques conseils là-dessus. Pour créer le partenariat, et certains d'entre vous se posent aussi peut-être la question de par où on commence. Donc, dans tous les cas, la première phase d'un partenariat qui débouchera sur des belles recommandations, c'est d'identifier les bons partenaires. Et là, ça rejoint ce que disait Thomas juste avant. C'est le fait qu'on ne peut pas aider tout le monde, d'une part, et qu'on ne peut pas être pertinent auprès de tout le monde. Et donc, il ne faut pas avoir peur parfois d'être un petit qui veut faire un partenariat avec un gros, même si effectivement, en général, on a plus de latitude et de légitimité quand on est entre sociétés de même niveau de maturité. Néanmoins, ce qui va surtout être important pour moi, c'est la typologie de compte que vous adressez et les interlocuteurs. Vous devez être vraiment focus sur quels sont les interlocuteurs qu'on a en commun, à quel point on a vraiment les mêmes, parce que qui dit interlocuteur dit type de problématique. Ça, c'est le premier point. Essayez de créer des partenariats avec des gens qui vous ressemblent et avec des gens qui sont complémentaires. Le deuxième point qui est important, c'est du coup le fait d'apprendre à se connaître. Lorsque vous créez de la relation, lorsque vous voulez bénéficier de mise en relation et si vous voulez qu'elle soit de qualité, il faut que transparaisse dans le message l'envie d'introduire. Et donc, le fait d'apprendre à se connaître, c'est aussi une phase dans laquelle on va devoir se faire des presses détaillées. On va devoir donner très concrètement les clés de quels sont les signaux faibles que tu dois détecter pour moi. Si tu entends parler de ça, alors pense à moi. Et en fait, si on ne donne pas ces clés à ces interlocuteurs, il ne faut pas espérer qu'ils détectent des projets pour nous. Ou en tout cas, ils en détecteront beaucoup moins. Et donc, il faut vraiment, en tout cas, à l'intérieur de ça, inclure le plus possible le management et les équipes pour mutualiser et surtout donner les clés de si tu as telle ou telle info, alors pense à moi, comme je le disais. La deuxième phase, c'est la phase d'activation. La phase d'activation, c'est être très clair sur sa stratégie, ses cibles et le message qu'il doit être prêt à envoyer. On doit du coup être très clair sur « j'aimerais que tu m'introduises auprès de ces gens-là ». Préparez votre message, envoyez-le à votre partenaire. Il n'y a rien de pire que la flemme de ne pas savoir quoi écrire qui fait qu'on referme le mail qu'on avait ouvert prêt à être envoyé pour une mise en relation et qui fait qu'on repasse à autre chose. Je vous assure, il y a un taux de perte qui est énorme par rapport au fait qu'on ne sait pas quoi écrire. Donc, envoyez à votre partenaire 3-4 petites phrases. Il n'a plus qu'à faire un copier-coller. Je pense que vous gagnerez 50 à 70% de mise en relation en plus. Ensuite, il y a la partie animation. Animation, je vais faire assez court, positionner des meetings réguliers. C'est dans la régularité que la confiance naît, qu'on comprend de mieux en mieux les enjeux de chacun et surtout aussi, il va falloir que vous mettiez en place des docs de suivi. On a du mal à se rappeler si on n'est pas clair dans ce qu'on s'est fixé comme objectif. Est-ce qu'on les a atteints ou pas? Et surtout, dans le délai qu'on s'est laissé, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, que vous utilisiez des outils, et si vous voulez, on en citera quelques-uns, ou que vous utilisiez un doc Excel qui marche très bien aussi, utilisez-les en tout cas. Ne laissez pas des paroles en l'air ou juste un mail de follow-up. Ça ne suffit pas. On a besoin d'une trace et d'un document de pilotage. Enfin, essayez de favoriser les introductions en live. Ce qui est fait n'est plus à faire. Si on a un petit texte qui est préparé, on n'a pas de mal à se l'envoyer. Moi, je fais régulièrement avec des partenaires des sessions de 10-10 ou de 15-15. On sait identifier respectivement dans nos listes 10 à 15 partenaires. Et bien, on se prend 1 heure, c'est un moment ensemble et on se fait des intros en live. C'est rudement efficace. Et ça permet de prendre ce temps qu'on ne prendra peut-être pas sinon. Et puis enfin, il y a la partie optimisation. Et il y a juste prenez le temps de prendre de la hauteur sur votre partenariat et soyez sûr qu'on soit vraiment sur un win-win. Donc, en résumé de tout ça, proactivité. Il ne faut pas avoir peur de shooter en premier parce que sinon, personne ne le fait. Ne pas avoir peur d'introduire, il n'y a pas de risque là-dessus. Ne soyez pas que business-centrique, pensez à l'autre et vraiment prenez aussi soin de l'autre.
le ROI viendra à la suite de tout ça. Ouais, moi je suis 100% aligné avec ce que tu as dit. Je trouve que c'est du pain béni. Et il y a un truc que je constate, en tout cas chez nos clients, c'est que c'est une pratique qui est vraiment pas du tout développée ou pas du tout bien appliquée chez beaucoup de commerciaux et même chez des fondateurs de boîtes, parce que c'est souvent le fondateur au début qui va être le commercial. Et nous, on a pareil, je vais vous donner un exemple hyper concret. Dans la boîte, on a bloqué un créneau pour chaque commercial d'une heure où il doit en fait aller chercher que des recommandations et que des parrainages auprès des clients. Ça, c'est vraiment fondamental. Et en fait, quand on connaît le taux de conversion, on se dit, mais pourquoi on n'y passe pas en fait toute notre journée à faire ça? Parce que c'est énorme, mais vraiment, c'est hallucinant. Du coup, moi, je peux que abonder dans ton sens. Et du coup, toi, tu as vachement parlé de comment tu mobilises ton réseau. Oui. Côté client, en fait, il y a un peu les mêmes fondamentaux. Fondamental numéro un, c'est est-ce que c'est le bon timing déjà pour demander une mise en relation à son client. Ça, bon, c'est du bon sens, hein, mais s'il n'est pas content des services, ça sert à rien de lui demander une mise en relation. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est la base de la base. Ensuite, il y a une vraie mécanique de précision. Votre client ou la personne avec qui vous voulez demander une mise en relation n'a pas le temps. Donc, être précis, c'est quoi être précis? C'est tout simplement en fait avoir déjà pré-rédigé un message, potentiellement avoir bien expliqué à qui vous voulez parler. Est-ce que vous avez déjà identifié un contact? Ça, c'est vraiment, par exemple, c'est une super bonne pratique de la mise en relation, c'est de dire, en fait, je ne veux pas être mis en relation avec des entreprises qui font ça, je veux être mis en relation avec un tel parce que j'ai vu que tu étais connecté avec lui, que tu avais interagi sur LinkedIn avec lui. Et ça, honnêtement, vous allez gagner énormément, énormément de temps. L'autre chose, c'est qu'il y a une vraie mécanique de… en fait, pour moi, un truc qui est ressorti dans ce que tu disais, Alexis, c'est commencer petit et puis ensuite aller voir plus grand. En B2B, on peut commencer très bien. On peut se dire, tiens, je me mets un créneau d'une heure. Et puis, si je vois que ça marche bien, je mets en place carrément une mécanique de parrainage. Nous, c'est un des modules qu'on propose qui va permettre justement d'avoir le suivi de toutes les mises en relation qui ont été faites, est-ce qu'elles ont abouti, est-ce qu'elles n'ont pas abouti, etc., etc. Et cette mécanique de parrainage, souvent, elles ne sont pas très bien traitées en B2B. Pourquoi elles ne sont pas très bien traitées? C'est parce que on a tendance en fait à se planter dans les récompenses ou dans les mécaniques de parrainage qu'on met derrière. Et là-dessus, on a quelques infos pour ceux qui sont intéressés par la partie parrainage. La première info, c'est vous trompez pas dans les récompenses. En fait, c'est hyper clair, mais il faut que la récompense, elle ait un impact direct dans la vie de la personne qui va être récompensée. Typiquement, si vous offrez un coupon de réduction sur votre solution SaaS, alors que la personne, en fait, c'est la directrice marketing ou le directeur marketing, et que lui, il n'a pas du tout la main sur le budget, en fait, ça ne va pas lui parler. Donc, vous vous êtes trompé de récompense. Donc, il y a vraiment une mécanique de se dire, est-ce que ma récompense, si je vais jusqu'à une mécanique de parrainage, hein, donc c'est vraiment le Graal ultime de la recommandation, ça veut dire que ça cartonne pour vous et qu'il faut vraiment mettre en place un programme, bah, pensez récompense, mais personnelle et personnalisée. Dans les freins qui peuvent venir du côté de vos clients, c'est important aussi de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans leur cerveau. Ils peuvent se dire: «Tiens, mais si je te recommande auprès d'un tel, bah, moi tu vas plus avoir de temps pour moi». Ça, c'est un des freins qui revient le plus souvent, c'est de dire, «Bah, ouais, tu bosses hyper bien pour moi, je vais pas t'offrir plus de business parce qu'après, après tu seras pas dispo». Ça, c'est un frein, il faut vous préparer, à le traiter. Il y a pas mal de réponses à cette question-là. La réponse principale, c'est de dire que de toute façon, il y a un moment, il faut que votre société elle grossisse parce que sinon vous aurez plus du tout de temps pour lui du tout. Donc heu, donc c'est important qu'il comprenne bien que c'est du donnant-donnant. Et l'autre chose, c'est aussi de lui dire que vous êtes en capacité de traiter, donc le rassurer en fait. Il y a une vraie mécanique de réassurance. Et il y a un autre truc qui est souvent, très peu, traité, je trouve, dans la mise en relation, c'est le double opt-in. On a tendance à se dire: «Tiens, mets-moi en contact», mais il y a souvent un frein qui est de dire: «Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire de mes contacts derrière? Est-ce que si par exemple, Thomas, tu les appelles tous les 2 jours, ça va peut-être un peu me saouler». Donc n'hésitez pas à rassurer en disant, bah, en fait, propose-lui d'abord et puis s'il est OK, fais-moi une mise en relation. C'est plus long, bien évidemment, donc c'est aussi pour ça que nous, on a créé, l'outil de parrainage qu'on fait, hein, parce qu'on facilite tout ça. Mais cette mécanique de double opt-in, notamment avec des grands comptes, elle peut être hyper rassurante pour eux parce qu'ils se disent que du coup, en fait, avant de vous mettre en relation, il va y avoir une vraie validation des 2 côtés. Donc Donc, pensez aussi, juste pour bien comprendre Thomas et vraiment pour repréciser, est-ce que sur ce sujet, ça veut dire que tu conseilles à la personne qui va introduire de d'abord prendre la température, mais peut-être juste en mettant la personne en CCI,
de manière à ce que la personne ne se sente pas obligée de répondre tout de suite avec un premier contact et un réchauffement de la future reco à venir, c'est ça? Exactement, en fait, c'est exactement ça que je dis. C'est parce que dans les freins, en fait, pourquoi vos clients, certaines fois, ne vous mettent pas en contact, c'est parce qu'ils ont peur de ce que vous allez faire des contacts. Et donc le fait de dire: «Écoute, ce que je trouve, c'est qu'on fonctionne avec justement, toi, tu fais un premier mail que je t'ai pré-rédigé, que tu vas envoyer au contact, tu me mets en CCI et si la personne accepte, du coup, tu nous mets en relation». Vous, ça vous permet de contrôler déjà est-ce que la mise en relation a été faite ou pas? Enfin, est-ce que, en tout cas, la proposition de mise en relation a été faite? Et puis ça va rassurer, en fait, votre interlocuteur sur la manière dont vous allez gérer les contacts. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, il y a vraiment une logique de se dire, je sais pas en fait, comment vous allez traiter ensuite les contacts. Donc là, au moins, vous montrez que vous êtes carré, vous êtes respectueux du réseau de votre client et ça marche hyper bien. C'est aussi un sujet peut-être qui vaut le coup de discuter. En tout cas, nous, on l'a eu plusieurs fois aussi au sein du club. C'est de mettre des guidelines très précises aussi sur les conditions de follow-up, de contact et de follow-up d'ailleurs, les deux. Et je pense que ça va un petit peu en complémentarité avec ce que tu viens de dire. Il y a un vrai enjeu de respect, puisque en fait, si vous grillez la relation de confiance avec votre partenaire, justement en étant peut-être un petit peu trop pushy avec le prospect, vous risquez de ne plus avoir d'introduction. Et effectivement, je pense que il y a la possibilité de l'être, pushy, à partir du moment où votre partenaire vous autorise à l'être. Mais il faut être hyper respectueux de ça. Et je pense que ça vaut le coup même de le traiter en début de partenariat, ou en tout cas de ne pas avoir peur aussi de resituer un petit peu le sujet au centre des débats si ça pose problème. Parce qu'effectivement, on le voit, on l'observe, j'en ai fait partie aussi à un moment donné, il y a des écarts d'attitude entre différentes équipes commerciales. Chacun a son style commercial. Et donc, c'est important aussi que parfois, on puisse oser dire à son partenaire, ton style commercial ne correspond pas au mien et donc certainement pas à mon client. En tout cas, ça risquerait, moi, de me poser problème. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai souci de transparence parce que tout ça doit se faire, encore une fois, avec une relation de confiance la plus durable possible. Il y a un truc que tu as dit, c'est aussi, pour tes partenaires, pour les gens avec qui tu vas mettre en place cette mécanique de demander des mises en relation. Pour les clients, il y a la même, mécanique de temporalité. C'est pas parce que vous avez demandé à votre client il y a 2 mois des mises en relation que vous pouvez pas lui redemander 3 mois après. Donc faut pas hésiter, un client satisfait, globalement, il va pas vous faire qu'une mise en relation, il va vous en faire plusieurs. Donc hésitez pas à le relancer de temps en temps. Il y a pas mal de je crois qu'il y a une question sur la temporalité, quand est-ce que je fais les demandes et cetera. Là, pour moi, c'est un mix entre, si vous êtes sur un truc très processé, des indicateurs de santé, mais c'est aussi un peu de bon sens. Il y a des moments qui sont plus appropriés. Vous venez de terminer un déj, vous venez de l'avoir au téléphone, et cetera. Tous ces moments-là sont des moments clés de la relation et donc là, pour le coup, il faut faire appel à son intelligence commerciale pour détecter le bon moment, au-delà d'indicateurs qui pourraient être plus, fiables, structurés, processés, quoi. On va du coup, il nous reste 3 minutes. On va essayer de prendre quelques questions et puis surtout rester bien connecté encore 2-3 minutes de plus pour qu'on puisse aussi évoquer le petit challenge de fin. Dans les questions, du coup, effectivement, la temporalité a été traitée. Le canal mail reste selon vous la meilleure manière de faire cette recommandation? Oui, je pense, et on y a répondu de par le fait qu'on arrive sur un niveau de contact qui est assez doux, en tout cas, et qui laisse le temps au prospect de digérer. Néanmoins, moi, en tout cas, je conseillerais de doubler avec un petit coup de fil si vraiment, en tout cas, il y a une légitimité forte dans la temporalité du client, du prospect, à savoir qu'il a un vrai projet. Et donc là, vous êtes hyper légitime dans cette recommandation. Essayez d'aller au bout pour votre partenaire. Question, pour faire une demande de recommandation auprès d'un client signé, comment aborder la mise en relation prévue lors de la signature RDV M+2 après signature? Pour moi, il n'y a Ah pas là, de moment clé. Je ne sais pas, je te laisse ouais, c'est ce répondre. qu'on dit, c'est soit vous avez vraiment un outil de mesure de satisfaction très carré, donc là vous pouvez mettre des indicateurs, dire tiens, il est arrivé à tel niveau de santé, donc on y va. Soit en fait c'est de l'intelligence commerciale et c'est aussi là à vous de voir avec l'équipe qui fait le suivi client ou si c'est vous qui faites le suivi client, de le sentir. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois dans la relation si le client est très content. En fait, pour moi, le moment clé, c'est le moment où il y a une empathie et une confiance qui est forte dans votre relationnel client. Donc, pour moi, c'est ça le moment clé. Et il peut même intervenir au milieu d'un sales process alors que vous n'avez même pas encore signé vous-même ce client-là. Ça peut arriver. N'oubliez pas aussi que parfois, en tant que commercial ou de partenaire, la recommandation au milieu d'un sales process vous consolide dans votre position d'expert et aussi de personne qui peut être aidante. Et donc, ça valorise aussi votre compétence. Bonne question. Exemple de récompense. Thomas, tu vas être beaucoup plus légitime que moi sur celle-ci. Ouais, bah en fait c'est hyper large. Je crois. Donc, Ouais, nous, on a un programme de récompense, par exemple, qui est simple. C'est un client ramené une bouteille de champagne offerte. Bon, voilà, ça fait plaisir à tout le monde, c'est sympa. Du coup, il y a un envoi physique, il se passe quelque chose. Mais ça peut être des réductions, hein, sur un abonnement, ça mais
Nous, on a privilégié le cadeau physique parce que du coup, en fait, on est au bureau de la personne qui reçoit quelque chose et du coup, elle va penser à nous. Il y a un moment, il y a une notion d'émotion qui est créée. Si vous voulez, j'ai une liste de pour ceux qui s'intéressent, envoyez-moi un mail. J'ai une liste avec toutes les récompenses proposées par nos clients dans leur programme de parrainage, donc ça peut vous donner des inspirations. Question de Marc, votre outil aborde-t-il également la notion de recommandation client vers prospect? Je te laisse répondre. Évidemment, oui, mais si tu veux faire un petit laïus en rapide là-dessus. Ouais, exactement. Alors, j'ai pas la question sous les yeux, du coup. Est-ce qu'en fait, ton client existant, tu peux le solliciter pour orienter vers un prospect de son propre réseau? Ouais, complètement. Ouais, complètement. Complètement. C'est même, en fait l'enjeu de tout ça, c'est de dire tiens, mettez-nous en relation avec des gens qui ne nous connaissent pas encore ou qui pourraient être intéressés par nos services. Donc, c'est client vers prospect, en effet. Question de Thibaut, quand tu parles d'une mise en relation live, c'est de prévoir un créneau avec le partenaire pour les traiter avec lui. C'était une de mes parties, je crois. Oui, c'est tout à fait ça, Thibaut. L'idée, c'est de se caler un point. D'ailleurs, on en fera un avec Thomas prochainement. L'idée, c'est encore une fois d'être le plus légitime possible et de pouvoir s'aider et donc de se caler un créneau pour le faire. Parce que dans ce créneau, on va pouvoir définir quels sont parmi nos cibles les gens pour qui c'est le bon moment. Ça pourrait être le bon moment ou ça pourrait être un sujet intéressant. Personnalisation des messages, des arguments, oui, effectivement, c'est exactement ça que va permettre le live, de contextualiser. Et d'éviter aussi de contacter des gens sur qui ça ne sert à rien d'engager une conversation. Jérémy, dans le cadre d'une mise en relation à réchauffer, quelle est la personne à mettre en CCI? La personne recommandée? En fait, du coup, là, le message type, c'est donc moi, je pense que je voudrais parler avec un tel. Du coup, je demande à mon client me met en CCI et du coup, il envoie un message à son contact à lui. Et donc, ça permet juste de savoir que en tout cas, que la proposition de mise en relation a été faite. Là, ce qu'on veut, nous, c'est juste se décharger mentalement de la relance de est-ce que tu as parlé de moi à ton contact? Rémi qui nous demande, vous parlez de mise en relation via un partenaire ou un client. La méthode est-elle différente? Non. Tu vas être légitime parce que tu fais les deux. Moi, je dirais que non aussi, mais Non, la méthode est pas différente, c'est les mêmes codes. Avec l'enjeu qui est un peu différent, c'est que là, on a un client, donc il y a un autre enjeu en parallèle qui est de vérifier que tout se passe bien avec ce client-là. Mais la méthode, c'est exactement la même, précision, activation, timing, tout est pareil. question de Jérémy qui est bonne. La récompense se fait-elle s'il y a un closing? C'est une bonne question, à savoir est-ce que je dois récompenser l'intro ou le closing? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt le closing, évidemment, parce que justement, ça impose aussi au partenaire d'être le plus constructif possible dans les personnes auprès de qui il introduit. Néanmoins, il n'est pas non plus responsable de la maîtrise de votre sales process et donc de votre capacité à closer. Donc, il ne faut pas oublier aussi de remercier, de récompenser son partenaire sur de la mise en relation, parce que c'est un effort, la mise en relation. Et donc, je pense, en tout cas, peut-être pas à chaque mise en relation, mais l'effort de mise en relation multiplié devrait se rémunérer selon moi. Ouais, mais ça aussi, ça peut être un peu dépendant du panier moyen et de votre cible. Si pour vous, une mise en relation équivaut à des très gros contrats à chaque fois, ça vaut peut-être le coup de récompenser chaque mise en relation. Si vous êtes sur un business comme nous de volume, nous, la mise en relation, on la récompense pas. Par contre, on récompense le closing parce que on est plus dans une mécanique où on doit avoir beaucoup de mise en relation. Il y a aussi un point peut-être à préciser, et ensuite je prendrai la dernière question et on passera au petit challenge. Il y a un point qui est important de préciser, en tout cas moi c'est ma manière de fonctionner à titre personnel, et ça répond un petit peu aussi à la question de Nouma. Pour le coup, moi je ne mets en place aucun partenariat d'affaires, en tout cas pas pendant la première année. L'idée pour moi c'est justement d'être sur un win, donc d'arriver à garder un équilibre et de s'introduire parce qu'on a plaisir à le faire. Et donc, à partir du moment où il y a un déséquilibre, soit en termes de volume, soit en termes de montant de contrat, on peut imaginer rééquilibrer avec un contrat d'apporteur qui monitore un pourcentage ou un équilibre de récompense. Néanmoins, justement, moi, je considère qu'il n'y a pas vraiment de récompense sur l'introduction parce que j'essaye de l'équilibrer au maximum avec mes partenaires. Néanmoins, je considère qu'à partir du moment où j'ai closé une affaire grâce à un partenaire, ça me semble totalement légitime de la récompenser. Donc, ça répond peut-être aussi un peu à la question qui est que pensez-vous des recos rémunérés, qui était une question de Nouma. Je pense qu'en tout cas, elle a lieu d'être aussi parfois pour border les choses
Et parfois aussi, on est dans le cadre d'une société qui a besoin de cette trésorerie également et qui, du coup, la valorise énormément. Tout va dépendre du contexte de votre partenaire et de son envie. On est tout bon sur les questions. Je propose du coup, Thomas, que tu introduises un petit peu le challenge et du coup, on puisse finaliser. Ouais, carrément. Donc, du coup, on a pas mal répété pendant ce webinaire que c'était souvent un canal qui était délaissé. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un petit exercice hyper concret avec Alexis. L'objectif, c'est qu'on va lancer un petit challenge entre tous les participants du webinaire. On vous laisse une semaine pour obtenir un maximum de mise en relation via la reco. Et donc, du coup, celui qui aura le plus de recommandations aura une surprise. Honnêtement, ça vaut le coup, c'est sympa, ça fait plaisir. Mais au-delà de la surprise, c'est que si ça marche pour vous, ça va rapporter du business. Donc nous, on est là pour un peu servir d'arbitre et en fait vous mettre un peu le pied à l'étrier. Donc le challenge, c'est une semaine pour obtenir un max de reco. Du coup, est-ce qu'on peut peut-être préciser comment est-ce qu'on va traquer ça? On va traquer ça. Là, ça va être un peu du déclaratif. Hein, malheureusement, on n'a pas accès au CRM de tout le monde, mais envoyez-nous votre résultat là, on va dire jeudi prochain midi, et comme ça, nous vendredi, on aura les résultats et on pourra vous communiquer tout ça. Ça te va de fonctionner comme ça, Alexis? Ouais, très bien. Très bien. Et du coup, une belle surprise à prévoir. Tout ça restera du teasing. On t'a déjà cité un peu le type de cadeau que tu envoyais, mais on sera peut-être encore un peu plus créatif. On a quelques idées. Carrément. Mais si vous voulez, peut-être pour nous aussi qu'on ait une visibilité, envoyez-nous un petit mail pour dire chaud pour le challenge. Comme ça, on pourra aussi vous renvoyer un petit mail en milieu de semaine, enfin lundi ou mardi pour savoir où vous en êtes et vous mettre un petit coup de fouet aussi si vous êtes un peu en retard et vous communiquer peut-être un peu les avancées de chacun. Ça peut être sympa. Je mets du coup, en tout cas, nos 2 mails dans le chat. Hop, voilà, vous avez nos 2 mails dans le chat si vous voulez à la fois prendre contact et également surtout nous tenir au courant. C'est la bonne méthode, je pense. Envoyez-nous un petit mail pour nous dire je suis chaud pour lancer le challenge et n'hésitez pas à nous envoyer voilà, les personnes qui vous ont fait une reco. L'idée, en tout cas, encore une fois, c'est vraiment de vous mettre le pied à l'étrier. Vous allez être, à mon avis, agréablement surpris par la puissance de ce sujet-là pour apporter du business. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre attention. Il est 12h37. Un grand merci à tous. C'était agréable d'avoir autant de monde. Ça veut dire que c'est un sujet qui est clé et donc c'est de bon augure pour la suite et on refera peut-être du coup des formats un peu plus précises. Je vais vous laisser juste 1 minute ou 2 dans le chat pour ceux qui souhaitent éventuellement nous soumettre des sujets qui n'ont pas été traités et qu'ils auraient aimé qu'on traite, ou des sujets sur lesquels ils auraient aimé qu'on aille un peu plus loin. Ça pourrait, avec Thomas, nous donner des idées d'un webinaire complémentaire. Donc, s'il y a des sujets, n'hésitez pas, on va laisser 1 ou 2 minutes tourner le chat. En tout cas, sinon, une bonne fin de journée à tous, un grand merci. Et Thomas, je te laisse conclure. Bah non, merci, c'est une très belle conclusion et à votre disposition pour avancer sur ces sujets et surtout tout casser pour le challenge. À très bientôt, bonne fin de journée à tous et à dispo. Bonne fin de journée. Ciao. Ciao.